Toutes les grandes puissances spatiales rêvent de poser à nouveau le pied sur la Lune. Cette fois, l'objectif est d'y construire des bases pour s'y poser durablement. Pourquoi cette course? Quels sont les enjeux? C'est tout de suite dans le grand angle avec l'astronaute Jean-François Clairvoy. Jean-François Clairvoy, bonjour. J'ai dit astronaute, mais après tout, peut-être qu'on est astronaute à vie? Oui, c'est le titre qu'utilise la NASA, l'Agence spatiale européenne, et on le garde une fois qu'on est allé dans l'espace. Alors je précise que vous avez enchaîné 3 vols spatiaux avec la NASA, 2 fois avec la navette Atlantis et ensuite sur Discovery. Vous avez enchaîné 675 heures dans l'espace. Comment on en revient ? Alors on en revient enrichi d'une expérience évidemment sensorielle, émotionnelle et humaine très très forte, et avec aussi un sens plus aigu de notre rôle en tant qu'humain, en tant que terrien. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans le traité de 67, nous sommes désignés comme envoyés de l'humanité. Et c'est vrai que lorsque vous regardez la Terre dans son ensemble, vous la comparez à votre propre vaisseau spatial. En fait, c'est notre vaisseau qui imite la Terre, puisque la Terre transporte l'humanité, le vivant, dans une course autour du Soleil, lui-même autour du centre de notre galaxie. Et on dit finalement, on est tous membres d'équipage d'un même vaisseau spatial et on devrait gérer la Terre comme on gère nous-mêmes notre vaisseau, dans lequel on est les champions de l'anti-gaspillage et du recyclage. Alors parfois, l'humanité laisse la place tout de même à une compétition internationale féroce. Aujourd'hui, les États-Unis et la Chine sont engagés donc dans cette compétition pour... alors je n'ose pas dire encore habiter la Lune, mais en tout cas pour une mission dans le pôle sud de la Lune, où se trouve un cratère, le cratère de Shackleton, je crois. Shackleton, qu'est-ce qui s'y trouve au pôle sud, parce que la Lune tourne sur elle-même, mais lentement, elle tourne en 28 jours. Mais si vous êtes au pôle sud, au fond du cratère, comme le Soleil est rasant, le Soleil, la lumière ne rentre jamais. Donc, si vous voulez de l'ombre en permanence, là où il y a probablement beaucoup de glace, enfin, on ne sait pas en quelle quantité, mais c'est là qu'on va chercher s'il y a de la glace d'eau. On sait qu'il y en a, mais on ne sait pas dans quelle quantité. Si vous voulez être protégé du Soleil, des rayons cosmiques qui sont dangereux pour le corps humain, vous vous cachez derrière la ligne de crête à l'ombre, mais vous levez un panneau solaire en hauteur et vous avez le Soleil en permanence. Au lieu d'avoir, au niveau de l'équateur, 14 jours de soleil, 14 jours de nuit, jour terrestre. Mais vous savez, quand on dit que c'est une compétition, c'est en fait une compétition vue du côté américain. Mais les autres, notamment les Chinois, ne cherchent pas à être les premiers. C'est juste que les Américains veulent être les premiers. Pourtant, dans le calendrier, on a l'impression que quand même chacun essaye d'y aller le plus vite. Alors, les Chinois récemment ont dit qu'ils iraient en 2028, alors que c'était 2030, je crois. Oui, mais en fait, ils y vont quand ils seront prêts, mais ils ne cherchent pas à être les premiers, en tout cas. Mais c'est vrai qu'ils s'y préparent depuis très longtemps. Donc pour les Américains, c'est une course. Ils veulent rattraper tout ce qu'ont déjà préparé les Chinois. On rappelle qu'ils ont posé des rovers qui roulent sur la face cachée, qu'on ne voit pas depuis la Terre. Donc il faut passer par des satellites relais pour converser avec ces petits engins qui roulent sur la Lune. Mais le pôle Sud, ce sera la première fois. Ce sera pour s'installer dans la durée et surtout pour apprendre dans un milieu similaire à celui qui règne sur Mars, ce qu'il faut apprendre, c'est-à-dire apprendre à ravitailler, à recycler, à explorer, à rouler sur des terrains inhospitaliers. Accidentés, vous voulez dire ? Donc le programme Artemis, c'est avant tout un programme d'apprentissage. Artemis, c'est le programme américain de la NASA pour aller sur la Lune. C'est la sœur jumelle d'Apollon, et la NASA a choisi ce nom pour ce nouveau programme de retour vers la Lune, en partenariat avec le Canada, le Japon, les Européens et plusieurs autres pays. Donc là, pour le coup, c'est un projet international. C'est un projet international piloté par les Américains, mais dans lequel l'Europe est sur le chemin critique, puisque le vaisseau qui amènera les astronautes en orbite lunaire, et de là, certains iront à la surface avec des vaisseaux américains, mais le vaisseau qui amène les Américains vers l'orbite lunaire le module de ressources est 100% européen. Sans ce module de ressources, aucun astronaute va vers la Lune. Après, pour aller de l'orbite lunaire vers la surface, il faut des vaisseaux. En ce moment, c'est le Starship américain qui est prévu. Et puis à la surface, ils feront de l'exploration. Ils habiteront et ils exploreront à pied et en utilisant aussi des rovers. Et donc, quel est l'objectif à ce stade? C'est de mieux connaître cet environnement lunaire qui est un prélude à Mars, en fait? Voilà, donc chercher de l'eau, quelle quantité, apprendre à vivre dans la durée, à se protéger des rayons cosmiques, à vivre dans la durée dans un milieu interplanétaire. Quel temps il fait là-bas? Vous avez dit que la lumière ne rentre pas dans le cratère, par exemple. Alors, il n'y a pas de météo, parce qu'il n'y a pas de gaz comme nous, mais par contre, il y a une météo solaire. Si le Soleil
émet des particules à haute énergie, un plasma de particules ionisées en direction de la Terre, ça peut être mortel pour des humains. Donc, en général, les particules dangereuses arrivent 3 ou 4 jours après qu'on les ait détectées, et on dira aux astronautes de se réfugier dans leur habitat protégé. Donc, c'est un milieu qui est proche de la Terre, donc on prend moins de risques en allant d'abord vers la Lune avant d'aller vers Mars, et on apprendra à faire le ravitaillement, le recyclage, la protection des rayons cosmiques, le recyclage sur place de l'eau pour l'oxygène, pour l'eau, pour cultiver peut-être. Et une fois qu'on sera prêt, on ira vers Mars. Parce que quand on part vers Mars, on part quoi qu'il arrive pour 2 ans, 2 ans et demi. Donc autant le faire d'abord en tant qu'apprenti autour de la Lune et sur la Lune. Alors, cette mission Artemis sera composée de 4 astronautes, si j'ai bien compris, et il y aura pour la première fois une femme qui va fouler le sol lunaire, et il y aura également une personne de couleur. Est-ce que toutes ces grandes conquêtes doivent forcément avoir ou véhiculer un message, en tout cas? Alors, c'était une volonté de la NASA lorsqu'elle a lancé ce programme Artemis, qui inclut des vols en orbite lunaire et à la surface. Mais en ce moment, le président américain vient de demander à la NASA de supprimer cette exigence. Pour quelle raison ? La nouvelle administration ? Oui, la nouvelle administration, mais ça n'empêchera pas que ce sera de toute façon un équipage qui ressemblera à ce que vous venez de décrire. Il y a des femmes qui s'entraînent, qui sont prêtes, qui feront partie de ces équipages. Il y a même une femme qui sera dans l'équipage d'Artemis 2. Ils ne se posent pas, ils tournent autour, et c'est dans peu de temps, c'est dans moins d'1 an. Et à la surface, eh bien, ils vont être les premiers à refouler le sol lunaire, et puis quelques années plus tard, même à aller beaucoup plus loin grâce à des moyens de mobilité de surface dont ils auront besoin. Alors, vous avez raison de le dire, avant d'envoyer des hommes au pôle sud, des hommes ou des femmes, dans un environnement donc inconnu, il faut évidemment des missions préparatoires, non habitées. Donc, Jean-François Clairvoy, vous êtes aussi l'ambassadeur d'une entreprise monégasque qui a des filiales à la fois à Toulouse, en France, mais aussi en Suisse. Venturi Space conçoit donc les roues de ce futur rover américain de la NASA. Et c'est là encore une prouesse technique que l'on va regarder, j'y arrive pas, dans ce reportage de nos confrères de la RTS dans l'usine de Fribourg. L'engin américain Flip, avec ses roues suisses, doit servir de démonstrateur roulant sur le sol très meuble de la Lune, mais aussi parsemé de cailloux saillants. Pour garantir la mobilité des rovers sur la Lune, il faut une roue très fortement déformable. Cette déformabilité est assurée par la structure suivante: des ressorts, les câbles et une partie externe reliée entre elles qui permet souplesse et déformabilité. Des roues déformables, d'autres équipes y travaillent, comme ici en Corée du Sud, avec une invention récente qui permet à des chaises roulantes de gravir des escaliers. Mais sur la Lune, l'environnement est très hostile pour les matériaux. Vide spatial, rayons cosmiques, écart de température extrême. Autant de contraintes pour la fabrication des roues. Ici, dans ce réacteur, on fabrique des matériaux hyperélastiques pour les basses températures, qui sont des produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et on est aux limites de la science, car c'est de nouvelles matières qu'on a découvertes chez nous. Des matériaux testés ici à Payerne, dans cette chambre thermique fabriquée pour l'occasion, qui reproduit le vide spatial. Et une torture mécanique aussi. Ce qu'on a appris avec les premiers tests, c'est que la roue a une très grande endurance. On a pu rouler à plus de 5000 km sans avoir de dégâts notables. De quoi faire mieux que les rovers déployés il y a 50 ans sur la Lune, finalement assez artisanaux, comme le souligne l'ancien directeur des missions Apollo. Les rovers Apollo étaient bien, mais soulevaient beaucoup de poussière lunaire abrasive. Ce nouveau design de roue va minimiser ce problème avec, au final, un véhicule beaucoup plus opérationnel. Eh bien, combien de temps pour concevoir ce type de roue? Normalement, il faut plusieurs années, mais l'équipe est tellement performante, avec un expert mondial des roues qui nous parlait. Là, c'est Antonio Delfino qui développe ça en moins de 3 ans. Donc, il y a un savoir-faire qui arrive en très peu de temps. Donc, c'est une équipe très performante. Surtout que ces roues sont très innovantes, parce que celles qui ont roulé jusqu'à présent sur la Lune et sur Mars, c'est des roues conçues pour rouler quelques dizaines de kilomètres. Là, la spécification, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres. Donc, il y aura juste à recharger les batteries régulièrement. Combien de temps va-t-il rester sur place, ce rover? Ce rover peut rester 10 ans, 15 ans.
Et entre les charges, les décharges, il pourra rouler 1000, 2000 km au cours de plusieurs missions successives. Donc l'objectif, c'est que ce robot ramène de la matière lunaire ? Alors, c'est un rover qui peut fonctionner en mode automatique, piloté par les astronautes qui restent dans leur base ou piloté depuis la Terre, mais il peut aussi transporter jusqu'à 2 astronautes qui montent bien sûr avec eux, avec leurs outils, et le rover peut transporter 1,5 tonne de charge utile. Donc il peut déposer des instruments scientifiques, et bien sûr, lorsqu'il sera équipé, piloté par des astronautes, ils pourront aller chercher des cailloux très très loin de leur base. Ils ne seront pas juste limités aux rayons accessibles à pied. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça l'exploration, c'est aller le plus loin possible vers les endroits les plus inconnus possibles pour amener à la fois du savoir, de la connaissance et de l'expérience. Ça vous donne envie d'y retourner ? Ah ben oui, vous regardez ces images. Surtout ces roues hyper déformables. C'est pas quelque chose qu'on rêve d'avoir sur une voiture, mais sur la Lune, c'est ça que vous souhaitez avoir parce que c'est des roues qui touchent, qui ont un contact avec la surface sur une très grande surface, et plus la surface est grande, moins vous glissez dans les pentes. Parce que si vous avez une roue qui est trop gonflée, par exemple, eh bien, toute l'énergie que vous dépensez à faire tourner la roue, vous la perdez dans le sable qui glisse sous la roue. Donc là, il s'agit de grimper des pentes de 20-25 degrés, et ces roues-là vont être aujourd'hui, ce sont celles qui permettent de gravir les pentes les plus fortes sans glissement. Alors, on a parlé du rover, mais il y a aussi les combinaisons à prévoir. Et là, ça nécessite aussi une technologie plus poussée comparée à ce qui se faisait, ce qui se fait jusqu'à présent. Les combinaisons, le seul moyen à ce jour, si vous voulez aller dans le vide, il faut être dans une combinaison qui sont étanches. Vous êtes dans une enveloppe étanche qui épouse la forme du corps humain. Et c'est à l'oxygène pur, dehors c'est le vide, donc elle est gonflée comme un ballon de foot, quoi. C'est très dur. Donc, dès que vous voulez fermer une articulation, vos doigts, vos bras, c'est très fatigant. Donc, le challenge, c'est faire des combinaisons qui soient au plus près du corps pour qu'elles aient les plus grandes mobilités, mais tout en vous protégeant contre les températures. Vous demandiez quel temps il fait. En termes de température, à l'ombre, les matériaux peuvent descendre jusqu'à moins 150, voire moins 200 degrés. Quand au soleil, vous êtes plutôt du côté de plus 150 degrés Celsius. Donc, la première protection que vous offre une combinaison, c'est une protection thermique, mais évidemment la protection contre le vide, puisque vous avez besoin de respirer. Mais les combinaisons du futur seront plus mobiles et permettront donc facilement de s'agenouiller pour se baisser et prendre un caillou, ce qui était très difficile avec les combinaisons d'Apollo. Merci beaucoup Jean-François Clairvoy d'avoir été l'invité du Grand Angle. Merci. Merci à vous.